Comment sécuriser ses cryptos? Comment éviter de tout perdre? Parce qu'il n'y a rien de pire que de profiter du bull run, de trouver les bonnes crypto-pépites, de faire des x10, x50, x100 et de tout perdre à cause d'une erreur qu'on aurait pu éviter. C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo qui va parler de sécurité. Donc tu l'as vu récemment, ça allait très vite. CZ a dû quitter Binance. Binance a pris une énorme amende. Et donc à ce moment-là, même si c'est totalement différent, on pense forcément à l'histoire de FTX où les gens ont été bloqués, où les gens n'ont pas pu retirer. D'ailleurs, sur Binance, il y a eu plus d'1,5 milliard qui a été retiré en quelques heures à la suite de cette annonce. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je t'invite à me suivre sur Twitter. On est là, on s'amuse bien, tu vois, on est à peu près, là on est plus de 3300 au moment où je fais cette vidéo. Et donc, je t'invite à me suivre. Mais maintenant, on va parler de crypto, de blockchain et de sécurisation de ton oseille. Pour rappel rapidement comment ça fonctionne quand tu veux faire des transactions sur la blockchain, on va dire que tu es là, tu veux envoyer de l'argent à ton amie Sophie. Ok? Il y a deux options. Soit tu vas venir interagir directement avec la blockchain via ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille. Donc pour simplifier, tu fais une transaction, hop, Sophie récupère ton argent. Ou soit la deuxième option, c'est de passer par un intermédiaire, par une plateforme qui finalement les transactions vont se faire off-chain et elle, de temps en temps, elle va consolider tout ça sur la blockchain et c'est elle qui interagit avec la blockchain. Donc, il y a deux manières de le faire. Il y a la manière centralisée et la manière décentralisée. Sur les plateformes centralisées, tu connais probablement, voilà, Binance, Coinbase, Kraken. Sur les plateformes décentralisées, c'est plutôt des portefeuilles de type MetaMask, de type Trust Wallet, de type Ledger. Et entre les deux, il y a notre ami Swissborg. Swissborg qui est une plateforme qui fonctionne comme une plateforme centralisée, mais qui te stocke tes cryptos de manière décentralisée. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, n'est pas du tout en partenariat avec Binance. C'est juste que je trouvais ça cool de pouvoir enfin mettre ce petit pull jaune Binance qu'on m'a offert et que j'avais pas l'occasion de porter très souvent. Donc, revenons à nos moutons. Sur les plateformes centralisées, globalement, la plateforme possède tes fonds. Même si c'est ton argent à toi, comme on le dit dans la crypto, not your keys, not your coins. Donc, c'est une connexion classique. Tu te connectes avec ton email, il y a un support client. Si tu perds tes accès, tu peux les retrouver, etc., etc. Sur la manière décentralisée, donc quand tu passes par un wallet qu'on appelle self-custody, donc tu es le seul responsable de tes cryptos, c'est toi qui les détiens. Donc, la custody, c'est la garde de tes cryptos. Donc, en self-custody, tu es 100% responsable de tes cryptos. Et donc, tu te connectes avec une clé privée. Il n'y a pas de support client et il n'y a aucun recours si tu perds cet accès ou si tu oublies ton mot de passe. Donc, faisons un petit point sécurisé face à cette petite whale, ce petit requin-baleine de la mer des Philippines. Donc, je te pose une question. Comment ferais-tu si aujourd'hui tu devais protéger 50 euros? Si je te donne 50 euros, je te dis, tiens, mets-les en sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, qu'est-ce que tu fais si je te passe 5000 euros et je te dis, mets-les en sécurité? Et maintenant, qu'est-ce que tu ferais si je te passais 500 000 euros et je te dis, mets-les en sécurité? Ça commence à faire pas mal d'argent. Parce que 50 euros, tu peux les mettre sous un oreiller. 5 000 euros, tu peux te dire, je vais les cacher dans mon parquet ou dans un placard ou je sais pas, dans ma cuisine ou dans ma salle de bain où tu veux. 500 000 euros, ça commence à faire des lattes de parquet. Tu vois ce que je veux dire? Si tu devais stocker 50 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Tu te rends bien compte que c'est pas du tout les mêmes outils que tu vas utiliser pour coffrer un peu d'argent, pour protéger beaucoup d'argent, pour protéger énormément d'argent. Et quand je dis un peu, beaucoup, énormément, c'est à la fois de manière absolue, mais à la fois de manière relative. C'est-à-dire que pour certaines personnes, 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pour certaines personnes, 10 000 euros, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que toi, peut-être que aujourd'hui 10 000 euros, ça représente l'ensemble de tes économies. Tu vas les protéger beaucoup. Mais pour un milliardaire, 10 000 euros, c'est de l'argent de poche. Et donc, lui, il peut les laisser traîner sur sa table de nuit ou sur son bureau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à la fois de manière absolue et de manière relative. Et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, va falloir le traiter avec ces deux points de vue-là. En fait, ça résume en deux questions. La première question, c'est à qui fais-tu le plus confiance pour conserver cette somme? Moi, aujourd'hui, je me fais confiance pour garder 1000 euros. Mais aujourd'hui, si je devais avoir 1 million d'euros en liquide chez moi, forcément, je dormirais pas de manière très sereine, surtout quand on crée du contenu, qu'on est public, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai rien chez moi, parce que je sais que je suis, entre guillemets, une cible potentielle. On voit ce qui s'est passé avec Asher, etc. Donc en vrai, moi, tu viens, il y a rien, j'ai même pas de télé chez moi. La question, c'est à qui tu fais le plus confiance pour conserver une certaine somme. Et tu vas remarquer que selon la somme, parfois, il vaut mieux faire confiance à des institutions. Et c'est pour ça que tout le monde te dit, sors l'argent des plateformes. Mais j'ai envie de te dire, quand tu es débutant, parfois, une plateforme centralisée, elle est plus responsable et elle est plus à même de garder ton argent que toi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir arbitrer.
Et la deuxième question qui est très intéressante, c'est par qui et comment acceptes-tu de te faire voler? Cette question-là, moi, je l'ai vue la première fois il y a quelques années quand je m'intéressais à l'or physique. Et tu sais, quand tu achètes de l'or physique, moi à l'époque c'était mon petit passage anarchiste, débancarisation, etc. Je me disais, ok, si j'achète de l'or, c'est débile de l'acheter et de le mettre dans un coffre à la banque. Parce que si je fais pas confiance au système bancaire, ça sert à rien de le mettre dans un coffre à la banque. Donc peut-être que je peux passer par une société de gardiennage qui va me garder mon or physique. Mais c'est pareil, cette société-là, est-ce que je lui fais confiance ou pas? Si demain je peux pas récupérer mon or, c'est compliqué. Donc peut-être que je peux le garder chez moi. Mais si je le garde chez moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je peux me faire cambrioler de manière, on va dire, de manière aléatoire, comme il y a des cambriolages un peu partout en France de manière régulière. Et donc ça arrive. C'est dommage d'avoir toutes tes économies en or chez toi et de te faire sauter bêtement. Mais aussi, je peux me faire cambrioler de manière, entre guillemets, volontaire. C'est-à-dire parce que je suis un créateur de contenu, parce que ceci, parce que cela. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, typiquement, j'ai rien chez moi. Mais imaginons que toi, t'es un anonyme. Et que tu te dis, j'ai un coffre, je vais le mettre chez moi, je vais mettre un coffre en or. Je vais mettre un coffre, je vais le sceller, et comme ça, je vais mettre tout mon or dedans. Donc, imaginons que tu te fais cambrioler par hasard. Les gens, ils viennent, ils fouillent, etc. Et là, ils tombent sur un coffre. Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, il y a quelque chose dans le coffre. Et donc, soit ils vont tout faire pour le péter, soit ils vont ressortir, ils vont repartir, ou ils vont t'attendre sagement, ou attendre ta femme, attendre tes enfants, et là, ils vont te ligoter, et ils vont te dire, ouvre le coffre. Donc, tu te rends compte que la question de comment j'accepte de me faire voler, parfois, vaut mieux accepter de se faire voler par un exchange que de se faire braquer pour une ledger. Tu sais, on a eu l'histoire l'année dernière de Asher qui s'est fait agresser chez lui pour que les gens lui volent sa crypto. Donc, faut bien comprendre que les personnes, quand t'es visible, quand t'es entrepreneur, très souvent, ta crypto, tu n'y as pas accès, il y a plein de manières de sécuriser, on va voir ça dans la vidéo. Et donc, une fois que tu as ça en tête, la réponse est souvent un équilibre. Ok? Comme souvent, c'est un équilibre entre la souplesse et la facilité d'accès et de l'autre côté, la complexité et la sécurité. Imaginons que tu as un coffre en banque avec 3 clés, 3 personnes différentes, faut que le directeur de la banque vienne pour ouvrir. Ça, c'est super bien quand tu veux coffrer des millions. Mais si tu dois à chaque fois passer par ton coffre pour aller acheter du pain ou faire des dépenses du quotidien, ça va vite devenir un enfer. Ok? Et donc, c'est pour ça que il faut un équilibre entre ce qui est rapide, ce qui est accessible et ce que je peux dépenser au quotidien et ce que je garde à long terme, que je vais peut-être bouger une fois par an ou une fois tous les 10 ans. Je peux avoir une sécurité maximum sur ce que je vais garder à long terme. Et donc, la solution, comme souvent, c'est la diversification. Ok? Donc, il y a 2 niveaux de diversification. Le premier niveau, avant de parler de ce premier niveau, d'ailleurs, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche. Voilà, on est bientôt 20 000 sur YouTube. Fais pas le crevard. Aide-moi à passer les 20 000. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnées. Donc, abonne-toi. Donc, le premier niveau de diversification, c'est quoi? C'est, tu vas dire, OK, je vais faire un mix entre des plateformes centralisées, entre ce qu'on appelle un hot wallet, donc par exemple un MetaMask, et une ledger, une clé ledger comme celle-ci, OK, qui est un cold wallet. Je vais faire un mix entre les trois, et donc je vais répartir un peu comme ça. Sur les plateformes, je vais avoir mon argent à court terme, le truc qui me sert à faire du trading, à faire des petits coups. Ça me permet aussi d'aller sur des blockchains exotiques parce que j'ai la flemme d'installer un wallet par blockchain. Ça me permet de garder des petites sommes pour faire des petits coups de temps en temps. Sur le MetaMask, je vais être là pour le moyen terme. C'est de l'argent que je vais avoir, entre guillemets, pour le prochain cycle ou même juste pour quelques semaines ou quelques mois. Et ça va être des sommes plus ou moins grosses selon les personnes et selon l'envie que tu as envie de prendre des risques. Et ensuite, quand tu commences à avoir une petite somme qui est intéressante, avoir un petit coffre-fort, ça commence à devenir intéressant. Mais avoir un coffre-fort quand tu as 500 balles à protéger, c'est pas non plus super utile. Un MetaMask bien configuré et bien sécurisé peut faire l'affaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est d'aller segmenter tout ça et de se dire, au lieu de mettre tout sur une seule plateforme, je vais avoir plusieurs plateformes. Au lieu d'être que sur Binance, je peux être sur Binance, sur Swissborg, sur Kraken, sur Bybit, sur KuCoin, etc. Et au lieu d'avoir un seul MetaMask, je vais avoir plusieurs comptes MetaMask, surtout qu'on peut les créer en un seul clic. Maintenant, sur un wallet en self-custody, ce qu'il faut comprendre, donc là, je te parle de MetaMask, de Trust Wallet, de Ledger, de Trésor, etc. C'est un wallet dont tu es responsable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es 100% responsable de ton argent. Il y a personne qui peut t'aider. Il y a personne qui peut t'aider à récupérer ton argent. Si tu perds ton code et tes mots, on va voir ça dans quelques minutes, personne ne pourra rien faire. Ok? L'avantage, c'est que tu peux être 100% anonyme, mais en vrai, t'es pas vraiment anonyme à partir du moment où tu fais une connexion vers une plateforme sur laquelle il y a un KYC, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo ici. Et ce que tu dois retenir, c'est que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, c'est bien, tu es responsable de ton argent, personne ne pourra te le voler et personne ne pourra l'utiliser sans ton accord. Mais comme tu es responsable, tu as aussi la possibilité de faire d'énormes conneries et de perdre ton argent, de cliquer sur le mauvais lien et te faire aspirer 100% de ton argent en un clic. C'est possible.
parce que tu es 100% responsable. Et donc, tu as des responsabilités. Comment ça marche? En fait, au moment où tu vas créer ton wallet pour la première fois, on va te donner ce qu'on appelle une seed phrase. Une seed phrase, c'est une série de 12 ou de 24 mots. Ok? Ça va te permettre d'importer ton wallet sur un autre appareil. Par exemple, si tu veux mettre MetaMask sur ton téléphone ou si tu changes d'ordinateur. Et ça va te permettre de restaurer ton wallet si tu oublies le mot de passe. Si tu perds ton ordinateur, si tu perds ton téléphone, ça te permet de restaurer ton wallet. Mais au quotidien, tu vas pas utiliser tes 24 mots ou tes 12 mots, tu vas utiliser un mot de passe simple. Ok? On va aller faire une petite démo rapidement. Je vais passer sur mon écran. Donc là, on va faire une démo avec MetaMask. Donc, tu tapes MetaMask sur Google. Bien sûr, tu fais attention de prendre le lien officiel. Tu vas l'ajouter à Google Chrome. Ok? Tac, j'ajoute l'extension. Et là, ok, super, veux créer un petit MetaMask. Donc, il y a ce petit renard là qui joue avec ta souris. On va mettre en français pour que tu puisses tout comprendre. J'accepte et je crée un nouveau portefeuille. Si j'avais déjà un portefeuille, je mettrais importer un portefeuille et je mettrais mes mots. Mais là, on est nouveau, je crée un portefeuille. Donc là, on me demande si je veux envoyer ou pas, je dis non merci. On me demande un mot de passe. Donc, je vais mettre un mot de passe assez facile à retenir. Abonne-toi, Bibi. Tac. OK. Donc, tu t'abonnes. Ce mot de passe-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot de passe, il est stocké sur mon navigateur. Si je change de navigateur, si je le passe sur mon téléphone, c'est pas le même mot de passe. Donc, ce mot de passe-là, il est sauvegardé nulle part, à part sur ma machine. OK? Et donc, MetaMask ne peut pas m'aider à récupérer ce mot de passe. Je crée un nouveau portefeuille et là, on me propose de le sécuriser. Je vais dire oui. Et donc là, je fais attention que personne regarde mon écran. Donc, je vais te demander de fermer les yeux. Bon, ferme pas les yeux, c'est pour l'exemple, mais tu comprends le principe. Quand tu feras ça, il faut faire attention à ce que personne ne soit en train de regarder tes mots. Donc, on revient. Je révèle ma phrase secrète. Donc, tu vois, là, j'ai mes 12 mots de phrase secrète que je vais copier-coller sur un document ici. OK? Et donc, ces 12 mots-là me permettent d'avoir accès à l'intégralité de mon portefeuille. Donc, je vais dire, OK, c'est bon, je l'ai copié. Ils vont dire, OK, vérifie que tu l'as bien copié. Et donc là, je vais vérifier. Et donc là, je confirme. OK? Donc, félicitations, j'ai mon portefeuille. Là, donc, j'ai mon adresse qui est ici. OK? Donc, cette adresse-là qui est sur la blockchain. Et donc là, j'ai mon portefeuille principal. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que sur mon portefeuille principal, donc le compte que je viens de créer, en fait, je peux avoir plusieurs wallets et je peux créer plusieurs comptes pour avoir des usages différents. Et je vais te montrer ça tout de suite. Par exemple, je vais ici et je vais créer un nouveau compte. Et tu vois, en un clic, j'ai créé un compte numéro 2 et tu vois que l'adresse qui est ici, elle est différente de la première adresse. Et je peux créer un autre compte, ok? Par exemple, ce compte-là, je vais l'utiliser que pour des NFT. Et je peux créer un autre compte qui, par exemple, va s'appeler mon compte coffre-fort, qui va jouer le rôle, on va dire, d'une ledger. Si j'ai pas envie d'investir dans une ledger, je vais avoir ce compte-là que je ne vais jamais connecter nulle part et qui va me servir uniquement à faire des envois, par exemple, depuis mon compte coffre-fort vers mon compte NFT. Et donc, comme ça, j'ai plusieurs wallets qui sont segmentés et comme ça, je peux, entre guillemets, partager le risque. Ça partage le risque au niveau des piratages, au niveau des hacks. Si par exemple, je connecte mon premier wallet sur un site frauduleux, il n'y aura que celui-ci qui sera compromis. OK? Si j'approuve un contrat qui donne l'accès à l'intégralité de mes fonds, il y aura que ce compte numéro 1 qui sera compromis. Par contre, si quelqu'un a accès à mes mots, là, il a l'accès à tous mes wallets. Et une petite astuce, je ne sais pas si tu étais au courant, si tu utilises MetaMask, quand tu as, par exemple, ces 4 comptes-là, ou même tu peux en créer à l'infini, ok? Si tu changes de navigateur, tu vas avoir que le premier qui est importé. Et donc, il suffit simplement de créer des comptes dans ton nouveau navigateur. Donc, les noms ne seront pas importés parce que les noms, ils sont sur ton navigateur. Mais par contre, tous les comptes seront importés. Donc, faut pas avoir peur. Parfois, quand tu vas créer 10, 15, 20 comptes et que tu vas changer, tu vas paniquer parce que tu vas avoir que le premier. Non, il suffit de tous les ajouter et tu les auras tous dans le même ordre, mais c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Pour sécuriser ta seed phrase, voici quelques conseils. Premier conseil, ne jamais la noter sur un support informatique, ok? Ne jamais la noter sur un Dropbox, sur une boîte mail. Je sais qu'il y en a, ils se l'envoient par message sur Messenger ou sur WhatsApp ou par email. C'est quand même dramatique, ok? Parce que au moindre hack de ta boîte Gmail ou de ton compte Facebook, de ton compte Insta ou je sais pas où tu l'as noté, les gens peuvent accéder à tous tes fonds. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, note-la sur papier, note-la de manière sécurisée sur un bout de papier. Et ensuite,
cache-la et garde-la précieusement. Il existe aussi des petits supports, par exemple des cartes métalliques pour pouvoir la mettre à l'épreuve du feu, etc. Au début, tu peux commencer par un bout de papier. Ça dépend, encore une fois, de la somme que tu as à sécuriser. Tu peux aussi utiliser un cryptage et un chiffrement de type inverser les 5 premiers avec les 5 derniers, de type je vais changer une lettre, ou de type je vais retirer un mot que je vais garder dans ma tête, ou de type je vais rajouter 2 mots et je sais lesquels j'ai rajouté, etc. Le but, c'est de se dire si quelqu'un tombe sur ta phrase, il peut pas l'utiliser comme ça. C'est-à-dire que demain, tu te fais cambrioler et une personne tombe sur ta liste de 12 mots, si tu as échangé des mots, si tu as rajouté des mots, si tu as enlevé des mots, si tu as mis tous les mots pairs en premier puis tous les mots impairs, si tu as je sais pas moi, il y a plein de trucs. Tu peux même surligner des mots dans un livre, peu importe. Il y a plein de manières de le faire pour dissimuler ta clé. Et donc, ça te permet, toi, si tu veux la conserver chez toi, au moins d'avoir un moyen de crypter. Par contre, bien évidemment, faut pas que ce soit trop complexe, parce que si c'est complexe et que tu oublies, t'es niqué. Et donc, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Si possible, de ne pas la stocker chez toi. Ok? Parce que, encore une fois, si t'as un coffre-fort chez toi, c'est potentiellement des problèmes pour que les gens viennent ouvrir ce coffre-fort. Typiquement, moi, j'ai une ledger, celle-là, c'est ma ledger bleue qui est chez moi parce que elle me permet de signer des choses, mais il n'y a pas d'argent dessus. Parce que il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est que il y a aussi un concept de multi-signature. C'est encore plus compliqué, c'est encore plus sécurisé, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, mettre ton argent sur un compte, et en fait, il faut qu'il y ait des personnes qui signent en même temps la transaction pour qu'elle soit approuvée. Et donc, moi, cette ledger me permet de signer notamment sur des projets avec lesquels je travaille, etc. Mais ce n'est pas là où il y a mon argent. Et donc, moi, ce n'est pas chez moi, ni mes mots, ni ma ledger. Ok, parce que c'est de l'argent long terme, c'est des bitcoins, des ethers long terme, et donc ils sont stockés bien au chaud quelque part où personne ne pourrait les trouver. Et ensuite, si possible, partager avec une personne 100% de confiance. Parce que il y a un truc dont on parle jamais, c'est la mort. Et demain, tu vas mourir, je vais mourir. Enfin, pas demain, j'espère pas pour toi, j'espère pas pour moi. Mais voilà, un jour où toi tu vas mourir, un jour où moi je vais mourir, un jour où tout le monde va mourir. Et ce serait dommage d'avoir fait un bull run historique, d'avoir coffré 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 euros sur une ledger ou sur un wallet, et que ensuite ça meurt avec toi. Tu sais, on a cette histoire de personnes qui ont perdu leur ordinateur, qui ont perdu leur disque dur avec des milliers de bitcoins dessus à l'époque. C'est encore pire. Imaginons que toi, tu es millionnaire en bitcoin, mais que tu décèdes et que tu n'as rien laissé à ta femme et à tes enfants. C'est compliqué. Surtout que je sais qu'il y a des gens, en regardant cette vidéo, qui ont une énorme partie de leur patrimoine en crypto. Moi, je dis, il faut pas faire les fous, il faut pas non plus avoir une énorme partie, mais il y en a qui ont peut-être 50, 60, 90% de leur argent est en crypto actuellement, surtout en phase de bull run. Et donc, ce serait dommage que ça meure avec toi ou que ça parte avec toi. Après, chacun sa vision. Il y en a qui disent, de toute façon, si je meurs, je meurs. Mais voilà, tu peux partager avec une personne à 100% de confiance. Ça peut être un très bon ami, ça peut être voilà, tes parents, ça dépend de qui, à qui tu fais confiance et qui peut comprendre. Ou ça peut être, si t'es parano, plusieurs amis qui ont un seul bout de l'énigme. Ok? Et après, à voir comment ils déchiffrent tout ça. Donc, tu vois, pour sécuriser en fait ça, il n'y a pas de recette magique. Parce que moi, je vais pas te dire exactement la recette que moi j'ai fait, parce que si je te dévoile et que tout le monde utilise la même recette, c'est plus sécurisé. Tu vois, si tout le monde te dit, tiens, j'ai collé une enveloppe sous mon bureau où il y a mes 12 mots, en fait, si tout le monde fait ça, forcément, c'est plus sécurisé. D'ailleurs, tu peux venir sur mon bureau, tu verras qu'il n'y a rien. Donc, je peux pas te donner la recette exacte, parce qu'en plus, ce serait débile, mais le but, c'est de faire preuve de créativité et de toi-même savoir comment sécuriser ta seed phrase. Avant de terminer et avant de te rappeler qu'il faut encore une fois t'abonner à la chaîne, je vais te donner quelques idées en vrac. Ce que tu peux faire, c'est déjà te fixer une seule limite par contre. Tu te rappelles, tu as fait une répartition, donc tu as plusieurs exchanges, tu as plusieurs plateformes, tu as plusieurs wallets sur ton MetaMask, et donc tu peux te fixer une limite mentale de te dire, voilà, je mets jamais plus que 10% sur une seule plateforme. Comme ça, si elle saute, si Binance fait faillite, ce que je ne pense pas, au moins je perds que 10%. Si Kraken, si je me fais hacker un compte MetaMask, etc., etc. Ça peut être intéressant. Et tu peux même te fixer une limite, entre guillemets, par le compte supérieur, tu sais, par seed phrase. De se dire, voilà, moi je mettrai jamais plus de 50% sur la même seed phrase MetaMask, parce que si je me fais hacker mes 12 mots, ce serait débile de perdre 100%. Donc ça, première chose. Deuxième chose, si tu utilises la technique d'avoir un MetaMask principal de type coffre-fort et après des MetaMask secondaires, ne connecte jamais ton MetaMask principal. Que ce soit sur des sites auxquels tu fais confiance ou des sites sur des nouveaux sites, ne le connecte jamais.
À partir du moment où tu connectes jamais un MetaMask, c'est aussi sécurisé qu'une Ledger. Ok? C'est-à-dire que si tu l'as connecté nulle part et que tu l'as jamais connecté à aucun smart contract, il sera aussi sécurisé qu'une Ledger. Mais à partir du moment où tu vas le connecter à droite, à gauche, et ben là, tu vas prendre des risques parce que si tu le connectes aujourd'hui à Uniswap ou à OpenSea ou à peu importe et que eux, ils se font hacker dans 6 mois, dans 1 an, ils peuvent te siphonner. Donc, ce que je te recommande, c'est de ne jamais connecter ton compte principal. Ensuite, faire des crash tests de temps en temps. C'est-à-dire te dire, OK, demain matin, je me réveille et j'ai plus d'ordi, j'ai plus de téléphone. Est-ce que je suis capable de récupérer mes cryptos? Si je récupère un nouvel ordi, un nouveau téléphone, est-ce que je suis capable de récupérer mes cryptos? Si ça brûle, si je ne suis pas chez moi et que je reviens et que ma maison est carbonisée, est-ce que je suis capable de récupérer mes cryptos? Et peut-être que tu vas avoir des scénarios où sans mon téléphone, je suis capable, mais sans mon ordi, je suis mort. Ou sans mon ordi et sans mon téléphone, c'est bon, mais par contre, si j'ai pas accès à ma maison, je suis mort. Et donc, tu as plein de scénarios comme ça. Et de temps en temps, tous les 6 mois, tous les 1 an, et je t'invite à le faire après la vidéo, de te dire, OK, est-ce que je pourrais avoir accès à mes cryptos si demain, toute ma maison brûle, si je n'ai plus accès ni à mon ordinateur, ni à mon téléphone, et comment je ferais? C'est une très bonne question. Et tu peux aussi faire un crash test, d'aller voir ta femme ou ta mère ou ton meilleur ami ou qui que ce soit à qui tu as confié ton secret et de lui dire, OK, contrôle surprise, comment tu fais pour récupérer mes cryptos là maintenant tout de suite? Et donc, si la personne est opérationnelle, c'est bon. Si elle commence à bégayer, bah, tu lui fais un petit récapitulatif du process de tu vas à tel endroit, tu récupères les mots, tu fais ci, tu récupères les mots à tel endroit chez lui, etc. Et voilà. Donc, tu vois, c'est un truc à faire de temps en temps parce que souvent, le jour où on le fait et qu'on s'en rend compte, c'est trop tard. Et bien sûr, conseil très important, dès que tu vas utiliser une plateforme de type centralisé, utilise toujours des mots de passe uniques, utilise toujours l'authentification à double facteur, utilise toujours des mots de passe sécurisés parce que c'est ton argent, parce que les gens qui perdent tout, c'est horrible et il n'y a rien de pire que de travailler dur, accumuler de l'argent, accumuler des richesses, faire des bons coups, trouver les bonnes pépites et de tout perdre sur un mauvais clic, de tout perdre sur un mot de passe volé parce que tu as mis maman 1, 2, 3 en mot de passe. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger la méthode simple qui est sous cette vidéo. Là, ce que tu viens de voir, c'est une toute petite partie du bonus 3 sur les plateformes que tu peux utiliser. Tout est expliqué dans la description. Ce programme, il a été créé vraiment pour t'aider à mettre en place ta stratégie d'investissement sur le long terme. On parle pas que de crypto, on parle de bourse, de NFT, de startup, toutes les stratégies en bourse, de comment créer ta propre stratégie. Tout est expliqué sur le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!